Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène donc dans l'Énéide, poème âgé d'un peu plus de 2000 ans, écrit par le poète latin Virgile. Mais la version que vous allez entendre est une version adaptée pour le théâtre par Denis Guénoun. Je vous raconterai un peu plus tard les raisons de mon choix. Nous sommes quelques mois, quelques années après la guerre de Troie, guerre qui se serait déroulée aux alentours de moins 1200 avant notre ère. Entre la guerre de Troie et Homère, se sont écoulés plusieurs siècles. Vous verrez pourquoi après je vous parle d'Homère. Entre Homère, le poète grec, et le poète latin Virgile, à peu près 8 siècles, et entre Virgile et Denis Guénoun, une petite vingtaine. Une paille. Voilà un long moment que j'avais envie d'enregistrer ce texte parce qu'il est très cher à mon cœur. Là aussi, je vous en parlerai peut-être un petit peu. Il me semble que ce poème si vieux, si daté, n'a rien perdu de sa puissance et peut-être de son émotion. Vous me direz ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Je chante les armes, et un homme, fuyard, chassé de Troie en ruine et poussé jusqu'au rivage d'Italie. Longtemps, sur terre et sur mer, on a joué de lui, là-haut. Et il a subi la guerre, longtemps, avant de faire naître la ville et d'installer ses dieux dans le pays. C'est lui le grand-père des Latins. Et les hautes murailles de Rome la superbe, au départ, c'est lui. La scène représente la mer immense. Sur la mer, des bateaux, en assez grand nombre, 20, remplis d'un reste d'un peuple qui s'enfuit. D'où viennent-ils? De Troie. Troie, la ville immense, radieuse, qui est rasée maintenant, qui a péri dans les flammes en une nuit, égorgée, saccagée par une armée saoule de sa victoire, par des soldats devenus fous à force d'attendre dans cette guerre qui n'en finissait pas. Les Grecs. Ils sont en fuite depuis longtemps, plusieurs années. Au début, il y avait 20 bateaux gorgés de monde, dont la ligne de flottaison s'enfonçait profond sous le niveau de la mer, à cause de la surcharge des hommes, des femmes, de tout ce qu'ils ont emmené, les enfants, les sacs de grains, les couvertures, les boîtes de conserve, les valises trop pleines, les vieux médicaments pour si tu attrapes quelque chose, le petit accordéon, les portraits de famille, la télé. Et puis, avec le temps, les bateaux se sont allégés. Il y a des vieux qui sont morts et que l'on trouve ici ou là enterrés sur un rivage. Certains en ont eu assez et se sont arrêtés sans repartir lors d'une escale. Il y a eu de très jeunes gens grandis sur les bateaux qui sont restés entre les bras d'une femme et des jeunes filles de 20 ans qui ont trouvé un mari. Mais les autres, le plus grand nombre, sont restés sur les bateaux. Ils y sont encore. Le rivage les effraie. Vous pouvez les reconnaître à leurs grands yeux écarquillés, à cette façon de tressaillir au moindre bruit, de ne se déplacer qu'en groupe, de ne s'attarder nulle part. Ils voient des Grecs partout. Un dieu les hait, les pourchasse, voudrait voir leurs navires brisés et leurs cadavres épars sur la mer. C'est un dieu femme, Junon. Elle les poursuit de sa haine depuis des années. Elle a pris sa part considérable dans la défaite et la destruction de la ville. Pourquoi? On raconte qu'un Troyen, Paris, fut appelé un jour à prononcer entre les trois déesses quelle était la plus belle. C'était à l'occasion des noces de Pelée et de Thétis. Tous les dieux avaient été conviés, sauf un, Eris la Discorde. Furieuse d'être ainsi tenue à l'écart, Discorde jeta une pomme d'or au milieu des convives, la pomme de Discorde. Et sur cette pomme était écrit « à la plus belle ». Aussitôt 3 déesses se présentent, Junon, Minerve et Vénus. Pour les départager, Jupiter en appela au jugement d'un homme, ce Troyen, Paris. Junon lui promit la souveraineté sur l'Asie, toute puissance sur l'Orient. Minerve lui promit la faveur des armes, tout le bonheur de la guerre, la gloire des guerriers, et Vénus lui promit
la plus belle des femmes. Paris donna la pomme d'or à Vénus. Et c'est là l'origine de la fureur des deux déesses bafouées contre Troie, qu'elles poursuivirent de leur haine jusqu'à la destruction de la ville et son saccage, de leur vindicte contre ce peuple qui avait dédaigné la puissance et la gloire pour choisir la beauté. Et voici que passent les Troyens avec leurs 20 navires sur la mer immense. Ils quittent la Sicile et font route vers l'Italie. Junon, du haut de sa rancœur, les regarde passer. Et voici ce qu'elle se dit en elle-même. Comment ? Encore les Troyens ? Encore en route ? Encore vivants ? Mais Minerve, la fille de Jupiter, mon mari, n'a-t-elle pas pu brûler la flotte des Grecs et la faire sombrer pour la faute d'un seul d'entre eux, Ajax ? Et moi, reine des dieux, sœur et femme du maître des mondes et des empires, depuis des années je m'épuise, je m'essouffle à faire la guerre contre un seul peuple ? Qui pourra m'adorer après cette impuissance ? Qui viendra, suppliant, chargé d'offrandes, mes autels ? Ainsi roulent en son cœur des pensées enflammées. Elle se met en marche vers la patrie des orages, la terre des vents furieux, Éolie. Là, le roi Éole retient captifs dans une caverne les souffles, les autans, les tempêtes. Au-dedans, les vents grondent et rugissent leur colère d'être ainsi enfermés comme des fauves. Mais Jupiter a craint que les vents, partout libérés, ne balayent dans les espaces infinis et la terre et les mers et les monts. Il a donné mission au petit roi Éole de les tenir prisonniers, de les faire taire si possible et, à l'occasion, sur ordre seulement, d'en lâcher quelques-uns. Junon parle à Éole. Éole, Jupiter t'a donné le pouvoir d'ouragan, le pouvoir de tempête. Regarde sur la mer la race ennemie qui navigue. Déchaîne les vents, Éole, coule la flotte. Veux-tu ? J'ai à moi 14 nymphes, tu verras, de forme superbe. Je t'offrirai Déiopée, la plus belle. Je la joindrai avec toi d'un lien impossible à briser, te la donnerai pour toujours, elle aura pour toi sa vie tout entière et te fera de beaux enfants. Éole se rue vers la caverne, en frappe le flanc de son sceptre, et les vents en jaillissent par la porte qui s'ouvre, ils se jettent et bondissent et se roulent vers la mer, vers la flotte, vers les Troyens, vers le peuple qui s'enfuit. La tempête s'est abattue sur la flotte, a projeté les navires au fond des gouffres et au sommet des vagues, mêlant aux clameurs des masses marines, aux hurlements des câbles, des coques, des mâts, le cri grêle, effacé des gorges humaines. Mais Neptune, dieu des mers qui réside au fond des flots, a entendu ce tapage, là-haut, dans les surfaces mouvantes. Il s'en irrite, il s'en émeut, on a mis les mers en désordre sans son avis, on brave sa demeure et son toit. Il reconnaît l'œuvre de Junon, qui est sa sœur, sort sa tête calme hors des eaux déchaînées, crache sa colère et son mépris à la face des vents qui s'étonnent, cède au désarroi, puis s'effraie et reflue en désordre, laissant la mer tout soudain retrouver son repos. Alors Énée, le chef des Troyens et ses compagnons veulent gagner le rivage le plus proche. Ils accostent en Libye. Là, les Troyens courent vers la terre, s'agrippent au sable, se collent à la grève, trempés, ruisselant de l'eau de la mer. Acate fait un feu, on décharge les navires de leurs objets brisés, de leur nourriture pourrie. Énée monte sur une colline pour chercher sur la mer d'autres bateaux, d'autres Troyens. Mais la mer est vide, toute plate, et le ciel si clair qu'on pourrait dire qu'il ne s'est rien passé. On chasse, on mange, on écoute le silence des arbres et la rumeur paisible de ce pays inconnu. Énée parle aux Troyens, ma société, mes proches. Souvenons-nous de nos malheurs anciens.
C'était pire. De même qu'alors, un Dieu mettra fin à ceci. Hors d'ici la tristesse et la peur. Peut-être un jour penserons-nous avec plaisir au jour qui est là. Il y a une route. Et au bout, une patrie et la paix des maisons. Et 3 ressuscités. Tenez, durez jusque-là. Les Troyens s'étendent sur l'herbe, parlent des absents, des bateaux disparus, espèrent qu'ils sont vivants, comme eux, sur un rivage, et bientôt c'est un murmure, une rumeur de noms qui grondent, de noms troyens qu'on cite, qu'on se passe, qu'on s'échange, dans la nuit qui tombe doucement. Aîné, sous les étoiles, a pensé toute la nuit. Au petit matin, il se lève et veut découvrir les habitants de ce pays, hommes ou bêtes. Il part à la rencontre des terres et des paysages. Achates est avec lui. Les autres continuent de dormir. Sa mère, qui est Vénus, la déesse, vient à sa rencontre. Elle a pris la forme d'une toute jeune fille, presque une enfant. « Dis-moi où je me trouve, toute belle. J'ai été vomi par les flots, je ne sais plus où je suis. Compagnon, vous êtes en Libye? Il y a ici une reine qui s'appelle Didon. Et voici son histoire. Didon était une femme très riche qui vivait en Phénicie, dans ce pays dont nous sommes tous venus, qui est là-bas, de l'autre côté de la mer, tout au bout. Son mari, Psyché, était un riche seigneur, et Didon l'aimait beaucoup. Mais le frère de cette femme, Pygmalion, qui était roi dans ce pays et crapule infiniment, convoitait les immenses richesses de Psyché, le doux mari, et le tua. Il le tua sans égard pour sa sœur ni pour les dieux, d'un coup d'épée, devant l'autel consacré aux puissances de sa maison, et le plus longtemps possible laissa le crime secret. Didon attend son époux, le demande, mais le roi distrait sa sœur de toutes sortes d'impostures et de mensonges. Puis, une nuit, elle voit en rêve l'époux éventré, l'autel recouvert de sang. Elle comprend et veut fuir. Elle rassemble ses compagnons. Le sommeil aussi lui a révélé la cage de trésors anciens, masse d'or, de cuivre, de tissus, de joyaux ignorés. Elle s'en empare, prend la mer avec une armée de fidèles et s'évade. Elle est venue dans ce pays, là-bas où tu verras tout à l'heure s'élever de fortes murailles, un peuple tout entier à l'œuvre, à l'assaut. Je te dirai le chemin. Elle a fondé une ville dont l'avenir est lumineux, dit-on, et qui a pour nom Carthage. Retrouve ta force, aîné. Les dieux ne veulent pas ta mort puisque te voilà. Carthage est toute proche, un bon accueil t'y attend. Je t'annonce que tes compagnons ont été sauvés, tous les vaisseaux sont déjà au port. Vas-y. À ces mots, elle se détourne et s'échappe. Elle a laissé à son fils un nuage dans lequel il peut se glisser, un obscur brouillard qui l'entoure, pour n'être pas vu en marchant. Dans la direction désignée par sa mère, Aîné marche avec son compagnon. D'une colline où il monte bientôt, il découvre la ville à ses pieds. Carthage. C'est un chantier, Carthage. On travaille partout. Des murs s'élèvent, la citadelle inachevée se découpe dans un ciel de métal, couverte d'ouvriers comme termitières au soleil. Là, on bâtit des maisons, là, on élit des juges, là, on écrit une loi. Ici, on creuse le port, ici, on construit un théâtre large sur le sol, et déjà les colonnes dressent l'armature de la scène. Partout, le travail attaque la pierre. Les hommes suent, la campagne souffle des odeurs de thym. La reine Didon apparaît devant le peuple. Elle est en gloire, en beauté, en cortège. Son peuple l'accompagne. Puis il se fait un mouvement de foule dans l'assemblée lorsque Aîné, tout soudain, voit ses compagnons disparus. Les Troyens perdus dans la tempête. Anté, Sergeste, Écloante, le costaud, Ilioné, le doyen, et d'autres, nombreux, rassemblés en un groupe qui se ferait le passage et veut parler à la reine. Alors Ilioné, qui n'a pas peur des mots, lui dit « Reine, il t'a été donné par les dieux de fonder une ville nouvelle.
Tu as connu l'exil, la fuite, la peur. Écoute les prières des Troyens. Le vent nous a traînés sur toutes les mers. Nous sommes un peuple malheureux qui ne vient pas pour la guerre. Nous sommes paisibles et vaincus. Une tempête nous a dispersés sur les mers et jetés sur votre rivage. Mais quel est ce peuple, cette race? Quelles sont vos lois, votre pensée? On nous refuse d'accoster, on nous refoule vers les eaux. Il y a des bandes sur la côte qui poussent des cris de guerre. Si vous méprisez les hommes, connaissez-vous au moins les dieux? Nous avons un roi aîné, c'est le plus digne, le plus droit. Si les destins nous l'ont laissé en vie, s'il respire, s'il n'a pas rejoint les demeures des ombres, vous vous réjouirez d'avoir été généreux. Permets-nous de tirer nos vaisseaux sur le sable, de tailler, de fixer, de remettre les bois que le vent a maltraités. Nous voulons seulement reprendre la mer bientôt. La reine Didon l'a écouté en silence. On attend avec crainte un coup de gueule, un éclat, car personne d'ordinaire n'élève la voix devant elle. Elle répond « La nouveauté de mon royaume, certaines circonstances que je n'ai pas choisies et qui sont dures, m'imposent de la rigueur aux frontières. Ces mesures ne sont pas pour vous. On connaît les Troyens, la race d'aînés et votre peuple, vos vertus, vos héros, l'incendie où votre patrie a brûlé. Vous pouvez tirer vos vaisseaux sur le rivage. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes des exilés, des fuyards qui font d'une ville ce peut être votre pays aussi bien. Venez, soyez ici parmi les vôtres. Il n'y aura rien, si vous voulez, pour séparer les Troyens du peuple de Carthage. Plaise au ciel, plaise aux dieux de pousser votre chef par les mêmes vents et d'envoyer ici Énée, le grand Énée, parmi nous. La reine parle, le peuple écoute, et les étrangers aussi, pas tout à fait certains de bien entendre les premières paroles de bienvenue prononcées pour eux depuis 7 ans. Soudain, le nuage se déchire, et c'est bientôt de l'air transparent. Énée apparaît dans une vive lumière. Il a le visage et les épaules d'un dieu. Sa mère, soufflant sur lui a rendu l'éclat du visage, des yeux, sa jeunesse. Alors, sous tous les yeux étonnés, il dit à la reine et au peuple « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Je suis Énée le Troyen. Merci à toi, qui la première nous accueille, nous parle gentiment, à nous les restes d'un massacre. » Didon répond à Énée, « Entre dans ce pays et dans cette maison, fils d'une déesse, Troyen errant. Venez, étrangers, à ma table. Les bannis et les proscrits que nous sommes vont se donner un repas. » Vénus observe et s'inquiète. Carthage est une terre de Junon. Junon y a son temple, ses armes, et Vénus connaît la haine que Junon porte à son fils. Elle fait venir à ses côtés un autre de ses enfants, c'est le dieu qui porte les ailes, c'est l'amour. Amour, mon fils, écoute-moi. Énée, ton frère, est en danger. Il est l'hôte de Didon, la Phénicienne. Il est sur les terres de Junon, et j'ai peur. Je veux élever autour de lui une protection au cœur même de Carthage, lui donner un garde jaloux, toujours aux aguets, insomniaque, qui bénira le moindre de ses gestes et bondira, furieux, fou de haine, devant ses ennemis. Je veux que cette femme l'aime, petit, comme je l'aime, ou plus que moi, à jamais, sans borne, sans partage, et que même les dieux s'y cassent les dents s'ils veulent un jour la changer. Écoute, je viens d'appeler son fils Ascagne auprès de lui. Je vais endormir l'enfant. Prends sa forme et sa place. Rends-toi ce banquet.
Porte les cadeaux à la reine, elle te serrera dans ses bras, te portera sur ses genoux, te couvrira de baisers. Alors, verse sur elle ton poison, ton haleine, les brandons de l'incendie que tu sais allumer, et qu'elle prenne feu. Amour obéit à sa mère, il se défait de ses ailes et imite en jouant la démarche du gamin. Et voici le banquet qui commence. Didon fait fête aux étrangers. On a servi une immense table, couverte de joyaux autant que du repas. La reine est sur son lit d'apparat, sous un ciel d'or et de tentures, Aîné et ses amis sur des lits de pourpre, fastueusement apprêtés. Le fils d'Aîné est beau comme un dieu ce soir. Il rit, il est au centre de la fête, joue à toutes les tables, et sans cesse il court de son père qu'il embrasse à la reine qu'il taquine en jouant. Mais quand il est à ses côtés, malheureuse, si elle savait quel Dieu puissant est assis à ses genoux. Et la reine dit, portant à ses lèvres une coupe de vin, puisse ce jour être scellé dans nos mémoires comme un jour de fête commune pour vous, peuple de Troie, et pour nous, de Carthage. Puissent nos deux nations être unies à jamais. Le repas se termine, doucement. Didon boit dans sa coupe l'amour à grande rasade. Elle a tant de questions à poser à son hôte, sur la guerre, sur les héros, sur Priam, sur Hector, sur les armes et le sang. Qu'étaient vraiment les chevaux de Diomède et le grand Achille? Comment? Fais mieux que cela, ô mon hôte, dis-nous tout depuis le début. Les pièges tendus par les Grecs, les malheurs de votre peuple, le voyage, puisque c'est maintenant le 7e été que tu traînes les terres et les flots. Alors il se fit un grand silence dans le palais, autour des restes du repas, et le roi aîné se mit à parler comme ceci. Je vous laisse en suspens avec ces phrases d'Énée qui introduisent le 2e chant de l'Énéide, chant qui raconte les dernières heures de la ville de Troie. Si je ne vous ai pas tous perdus pendant ce premier chant, j'ai le projet de vous lire la suite, évidemment. L'Énéide est une œuvre commandée par l'empereur Auguste. L'Empire romain sort d'une vingtaine d'années de guerre civile. L'empereur Auguste a remporté la bataille d'Actium, qui marque symboliquement la fin de ces années de guerre civile, bataille contre Marc-Antoine et Cléopâtre. Il s'agit pour l'empereur de raconter, d'inventer les origines glorieuses de Rome, de l'Empire romain, et peut-être par conséquent de sa lignée à lui. Auguste s'adresse au poète latin ou à l'un des poètes latins les plus célèbres de son temps, Virgile, célèbre dès sa première œuvre, les Bucoliques. Sa deuxième œuvre majeure, ce sont les Géorgiques, et sa dernière œuvre, c'est l'Énéide. L'Énéide, c'est 11 ans de la vie de Virgile. Pour celles et ceux qui me font l'amitié de suivre les enregistrements, peut-être vous souvenez-vous, dans une des vidéos consacrées à Baudelaire, je vous avais raconté le profond désespoir dans lequel sombre Baudelaire, à la suite d'un procès qui va censurer 6 poèmes de ses Fleurs du Mal. 6 poèmes, on pourrait penser que ce n'est pas grand-chose. Les Fleurs du Mal, c'est 12 ans de la vie de Baudelaire. 12 ans pendant lesquels il a écrit, il a conçu cette œuvre comme une architecture, et en supprimer 6 pièces, c'est la saboter uniquement par une bêtise morale. Il me semble, c'est une hypothèse, je n'ai aucune certitude, mais il me semble qu'il y a un point commun entre Baudelaire et Virgile. Un perfectionnisme absolu. Peut-être Virgile sent-il la mort approcher. L'Énéide sera un poème inachevé,
il va demander à ce que ce poème soit détruit. Heureusement pour nous, il n'en sera rien. Mais c'est vous dire si Virgile n'était pas satisfait de la perfection de son poème. Voilà pourquoi je fais le rapprochement entre Baudelaire et Virgile. Virgile est, comme la plupart de ses contemporains, parfaitement bilingue. Il parle le grec, il le lit évidemment. Homère est le poète référence. Il y a 8 siècles d'écart, comme je vous le disais tout à l'heure, entre Homère et Virgile. Homère ou celui qu'on appelait Homère ou ceux qu'on a qualifiés d'Homère. Virgile connaît parfaitement l'Iliade et l'Odyssée. Et on peut voir dans la première partie, dans les 6 premiers chants de l'Énéide, une Odyssée, non pas d'Ulysse, mais d'Énée. Et dans la deuxième, une Iliade, non pas celle d'Achille et des grands chefs grecs, mais d'Énée et de ceux qui seront les ancêtres prestigieux, glorieux des Romains. Si j'ai choisi la version de Denis Guénoun, c'est d'abord parce que j'en aime l'écriture. Elle me donne beaucoup d'émotions. Voilà à peu près une vingtaine d'années que je la lis, au moins, et je ne m'en lasse pas. Et puis aussi parce que, eh bien, tout comme Virgile s'adressait à ses contemporains, les auditeurs de son siècle, quand ils entendaient l'Énéide déclamée et récitée dans les théâtres, reconnaissaient immédiatement les allusions au poète grec Homère, qu'a utilisé Virgile et qu'il a retourné, qu'il a malaxé. Les auditeurs reconnaissaient, entendaient les clins d'œil, les allusions, les références, et notamment les références contemporaines. Je vous ai parlé du télescopage entre des personnages mythologiques, donc, qui viennent de siècles précédents. Ce sont des personnages inventés, vous l'avez compris, et puis des personnages que les Romains ont connus, Jules César. Même si pour les plus jeunes il n'était pas né, l'assassinat de Jules César était encore une marque au fer rouge dans l'Empire romain. Eh bien, je trouve que Guénoun a fait un travail de transposition très, très pertinent, et je trouve qu'il est vraiment dans l'inspiration de Virgile, et lui-même a utilisé les événements de ces années-là. Je pense notamment au Boat People et à d'autres allusions historiques. Alors je me dis que les auditeurs, les spectateurs de ces années-là, du début des années 1980, devaient éprouver les mêmes sentiments que ceux du siècle de Virgile, la reconnaissance immédiate d'événements si proches d'eux, comme pour faire entendre comment la mythologie peut nous donner peut-être une distance à la fois poétique et peut-être politique à des événements qui nous entourent immédiatement. Enfin, je voudrais remercier des personnes qui m'ont inspiré, et puis aussi parce que je trouve que nous sommes à un temps où le monde de l'enseignement, de la recherche est mis à mal, ce que je trouve grave. Je trouve grave et déplorable que les études latines et grecques aient autant reculé dans les collèges et dans les lycées, voire disparu. Ce ne sont pas des études, des explorations à réserver à une élite, mais je pense que ce sont des richesses à offrir à tous les collégiens et à tous les lycéens. Et je trouve dommage que certains aient décidé d'affaiblir autant ces études-là. Des personnes comme Jacqueline de Remy, Jean-Pierre Vernant et d'autres ont passé des dizaines d'années à nous enseigner à quel point il y avait des trésors à aller chercher de ce côté-là. Je voudrais remercier donc Philippe Euzet, grand spécialiste de Virgile, et il m'a beaucoup inspiré dans l'enregistrement que j'ai fait aujourd'hui, et grâce à une conférence que vous pouvez retrouver sur cette chaîne,
grâce à l'université de Nantes qui fait un travail absolument formidable pour faire entendre des chercheurs, des enseignants, des spécialistes. Et puis remercier aussi Florence Dupont, grande spécialiste du monde latin, et aussi Paul Venn, historien latiniste lui-même, disparu il y a peu. Paul Venn a fait une traduction de l'Énéide que j'aimerais vous faire entendre aussi, peut-être en étude comparée, en audition comparée entre la version de Guénoun, faite pour le théâtre, pour des spectateurs, et celle de Paul Venn, qui est encore plus proche de nous, puisque c'est le début des années 2020, je crois, et qui est très belle. Et puis je vous remercie, vous, d'être toujours là. Je m'excuse des enregistrements un petit peu éloignés ces derniers temps, mais je ne vous oublie pas et j'ai plein d'autres idées en tête. Alors je vous dis à la prochaine. Merci.